Bonsoir Alison. Bonsoir. Alors, donc Alison, j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 4 ans et demi. J'ai vécu pendant 10 ans avec un homme avec qui j'ai vécu des violences conjugales psychologiques et qui a été défini par les médecins comme un pervers narcissique. Voilà. Comment ils ont fait pour le reconnaître, pervers narcissique? Alors, j'ai vu donc un médecin spécialiste de la médecine médico-légale et j'ai également vu un psychiatre. Et sur la base en fait de ce que j'ai pu rapporter de façon très factuelle, on pu déterminer effectivement le profil de pervers narcissique. Donc tu dis que tu as vécu pendant 10 ans avec cette personne. Il était donc ton C'est mari. ça. Oui. Et de quoi tu as souffert en fait pendant 10 ans et est-ce que tu souffres encore de quelque chose? Alors j'ai rencontré mon ex-mari, j'avais 21 ans, donc j'étais toute jeune. J'étais un peu perdue, j'avais des relations assez compliquées avec ma famille et j'avais un gros manque de confiance en moi. Et il arrivait dans ma vie un peu comme un sauveur. Tu vas pouvoir compter sur moi, tout va bien se passer. Maintenant que je suis là dans ta vie, je pars plus, etc. Quelqu'un de très charmant qui présente bien sous tout rapport. Donc ça invite à la confiance forcément. Mais très vite, il y a eu des petites altercations alors qu'on me met facilement sous le coup de c'est dans tous les couples, c'est pas grave, c'est une petite crise de jalousie, ça veut dire qu'il tient à moi. Donc voilà, on n'en tient pas forcément compte. Et puis c'est tellement ponctuel que voilà, ça se fond en fait un peu dans la masse. Mais très vite, au bout d'un an, ça a été plus dur dans les mots. Il a commencé à espionner mon Facebook, ma messagerie, mon téléphone, voilà, pour trouver des choses. Donc, il a trouvé des conversations que j'avais eues avec des hommes avant qu'on se rencontre. Et donc, ça a donné lieu à ce que j'appelle des crises, parce que c'est pas des disputes, il faut être deux. Et là, j'avais ce que j'appelle des monologues sans fin, où j'étais une mauvaise personne, j'étais une fille aux mœurs légères, je me respectais pas, presque il avait honte de moi. Et moi, j'ai commencé petit à petit, en fait, à me conforter, à me conformer à ce qu'il voulait de moi, c'est-à-dire à coller à l'image de la femme qu'il voulait. Donc, j'étais très sage, j'étais très lisse, je n'exprimais pas grand-chose, je disais oui à tout, voilà, pour que ça se passe au mieux. Voilà, je regardais pas les hommes dans la rue, voilà, vraiment, je faisais attention à beaucoup de choses. Et puis, ça a continué comme ça au fur et à mesure des années, jusqu'en 2012, où, bah, en fait, il a eu un comportement encore un peu plus dur. On devait se marier l'année d'après. Il était très distant, il découchait le soir, il se permettait tout ce que moi, il m'interdisait en fait. Moi, j'avais pas le droit de voir mes amis jusqu'à tard le soir, fallait que je sois rentrée avant une certaine heure, sous prétexte qu'il s'inquiétait pour moi. Il voulait pas que je voie des amis hommes, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent être intéressés, alors que lui avait dans son répertoire tout un tas de numéros de femmes et qui voyait des femmes le soir, voilà. Et donc là, il commençait vraiment à me reprocher mon attitude, que j'étais pas assez avenante, qu'on n'avait pas assez de rapports, que vraiment il était un futur mari pas très satisfait de sa future femme. Voilà. Bon, on a continué comme ça, bon an, mal an, on s'est mariés. Et puis est arrivé notre fils. Et là, ça a marqué une vraie rupture parce que du coup, mon attention n'était plus complètement sur lui, mais sur notre fils. Et là, j'ai eu droit à toutes les remarques possibles et inimaginables. C'est mais il faut arrêter de te plaindre. Tu as 24 heures dans une journée pour faire tout ce que tu as à faire. Donc, c'est m'occuper de la maison, m'occuper de mon mari, m'occuper de mon enfant, travailler, faire les courses. Et enfin, voilà, hein, tout ce qu'on a au quotidien à gérer. C'était, je pouvais plus sortir voir mes amis. Je ne compte plus le nombre de restaurants que j'ai annulés parce que ah mais non mais j'ai oublié, je peux pas garder le petit ce soir, je suis pas là, j'ai pas le temps de rentrer, ça sera trop tard, etc. Et il y a une anecdote qui me marque encore aujourd'hui, c'est un soir je devais aller manger avec des amis justement. J'étais partie depuis quelques minutes, j'étais vraiment pas très loin de la maison et il m'appelle.
Il avait juste à mettre le petit au lit. Il n'avait rien d'autre. J'avais vraiment tout fait juste avant pour qu'il ait rien d'autre à faire. Et il m'appelle et avec le tactile, je raccroche par erreur. Quelle erreur j'avais pas faite. On essaye de se rappeler, ça marche pas. Et une fois qu'il m'a au téléphone, alors là, je m'en prends plein la tête. C'est tu me manques de respect. Comment ça, tu me raccroches au nez? Tu devrais être joignable en tout temps. T'es où? Pourquoi tu réponds pas? T'es avec qui? T'es déjà au restaurant? Alors que j'étais partie depuis 2 minutes, donc je pouvais pas être bien loin. Faut que tu rentres, le petit est malade. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il vomit. Ça doit être une gastro, donc tu le changes. Non, 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 tu rentres, tu vas pas au resto, tu annules, je m'en fiche, tu rentres. Je rentre, je m'occupe du petit, donc il continue son monologue. Hein. Tu oses me raccrocher au nez, tu me manques de respect, c'est inadmissible, tu dois le respect à ton mari, etc. Très agressif, hein. Et puis, il m'attaquait beaucoup sur mon histoire, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai subi de l'inceste quand j'étais enfant. Et il utilisait toujours mon passé pour me rabaisser. Donc, toutes les crises finissaient toujours sur le domaine de l'intimité. Donc, on est parti de mon fils qui était malade à mais de toute façon, tu t'intéresses à des hommes, je suis sûre, quand tu es dehors, tu te fais draguer, mais tu n'oses pas me le dire. Et là, en fait, j'en pouvais plus. Mon fils avait 6 mois. Ça faisait 6 mois que je m'en prenais plein la tête, encore plus. Et je dis, c'est fini. Je veux plus. J'en ai marre. On s'arrête là. Je veux divorcer. Et là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Il y a une rage qui s'est déclenchée. Il a mis des coups de poing dans toutes les portes et il a fait des trous dans toutes les portes. Il a pris tous ses vêtements dans l'armoire et il les a jetés à travers la chambre. Il a déchiré son t-shirt. Donc moi, j'avais très peur parce que je ne savais pas de quoi il était capable à ce moment-là. Et j'ai essayé de me réfugier dans la chambre. J'étais tétanisée sur le lit. Je me revois encore en train d'essayer de faire semblant de lire un bouquin pour donner genre je t'écoute pas, mais j'avais que son flot de paroles en tête. Et il a soulevé le lit avec moi dessus en me disant tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir ce que je vais te faire. Et il a relâché le lit et le lit s'est complètement cassé. Voilà. Donc c'est des actes comme ça de violence, alors pas complètement dirigés contre moi, mais indirectement pour me mettre la pression. Donc je ne suis pas partie, je suis restée. Mais ça a monté crescendo. Pour des broutilles, c'était la vaisselle pas faite comme il voulait, le repas, c'était pas ce qu'il voulait, il voulait autre chose. Et ça dégénérait toujours voilà, sur l'intimité. Sur les derniers temps, il me disait mais de toute façon, moi, je suis obligée de te courir après comme un chien. Alors que je suis sûre qu'il y a un mec qui passe, je dis ces mots, hein, c'est pas les miens, mais pour montrer vraiment le côté très cru des propos devant notre fils, hein, toujours d'ailleurs. Je suis sûre qu'il y a un mec qui passe dans la rue, il te fait un petit sourire ou un petit compliment, et toi, tu ouvres les cuisses et tu mouilles ta petite culotte sans problème, en faisant les gestes, etc. À me dire, mais je suis tellement pas satisfait que je vais devoir prévoir un budget pute. Me dire, mais à impliquer ma famille, à me dire, mais je suis sûre que tes grands-parents, ils baissent plus que nous. C'est une honte. Tu devrais remplir tes devoirs conjugaux plus que ça. Donc, j'en étais arrivée, moi, à compter le nombre de rapports qu'on avait dans la semaine en me disant, si j'en ai assez, peut-être que j'aurais pas de crise. Sauf que en fait, c'était un leurre. J'avais toujours des crises. Tout était susceptible à des crises. Et le 13 novembre 2018, j'ai appelé la plateforme 3919, qui est une plateforme, je pense, aujourd'hui largement connue, mais je le redis, le 3919, c'est important. Je suis tombée sur une dame extraordinaire qui m'a dit au bout de quelques minutes, Madame, ce que vous vivez, c'est des violences conjugales. Alors moi qui travaille dans le social, je sais ce que c'est les violences conjugales. J'en ai reçu des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Mais de me l'entendre dire, ça a été un choc. Je me suis effondrée. Je n'ai pas pu travailler l'après-midi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu droit à une énième crise. Voilà. Pour une histoire de chargeur qui a dégénéré encore sur de l'intimité. Et là, il m'a jeté quelque chose au visage avec le petit qui passait devant. Et je me suis dit, mais Alison, tu as 2 options. Soit tu restes et tu meurs à petit feu. Soit tu prends ton fils et tu t'en vas. Ça va être dur, tu vas déclencher une tempête, mais c'est pas grave. Tu mérites beaucoup plus que ce que tu es en train de vivre depuis 10 ans. 3 jours après, j'allais voir mon médecin sous un prétexte bateau. Alors, les symptômes, je ne dormais plus.
J'étais devenue quasi insomniaque. Je dormais 2 à 3 heures par nuit. Je ne mangeais quasiment plus. J'étais en état de stress permanent, c'est-à-dire que j'avais peur de dire ou de faire quelque chose sous peine que ça m'attire des ennuis. Je m'habillais, alors c'est pas un bon exemple, je suis en noir aujourd'hui, mais je m'habillais en noir tout le temps, avec des vêtements très larges. Je me maquillais plus, je me parfumais plus. J'essayais de devenir inexistante, transparente. Et je voulais plus de ça. Je voulais absolument plus de ça. Donc je suis partie parce que en parlant avec mon médecin, je me suis rendu compte que je pouvais pas rentrer chez moi. J'avais peur de rentrer chez moi. Et donc, j'ai fait tout un micmac. J'ai déposé mon fils quelque part pour aller à une association. Donc, j'ai rencontré l'association LEMA au tribunal qui m'a clairement, sans mâcher ses mots, mais c'était une très bonne chose parce que je pense que dans ces moments-là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous ramène à la réalité. Qui m'a dit, Madame, si vous ne partez pas, la prochaine fois, c'est vous qui prenez le coup de poing. Donc, c'est à vous de voir. Mais je pense que la meilleure option pour vous, et vous le savez, c'est de ne pas rentrer chez vous. Et je ne suis pas rentrée chez moi, j'ai pris mon fils, je suis partie chez mes parents. Et donc là a commencé la deuxième phase. C'est-à-dire que je n'avais plus les violences en direct, mais je les avais en décalé puisque j'avais du harcèlement. Le harcèlement a commencé. Donc, Et là, SMS, avant de partir, excuse-moi, je te coupe, avant de oui, partir, est-ce que tu avais déjà monté un dossier de preuve? pas du tout. Pas du tout. Pas du D'accord. tout. Je suis partie avec une valise, des jouets, mon fils, et puis c'est tout. J'avais absolument rien d'autre. Et tu es partie où? Alors, je suis partie chez mes parents le week-end et donc il m'a écrit plus de 130 messages en SMS en moins de 24 heures. Donc là, j'ai déposé plainte le lendemain pour harcèlement. Donc pas forcément chose évidente parce qu'il a fallu. Alors là où je regrette, c'est qu'on m'a pas demandé de fournir la copie des SMS, qui était quand même des preuves assez éloquentes. Mais bon, je pense que ça leur passait un peu par-dessus la jambe. Ils ont dû se dire, bon, elle vient de se séparer de son mari, le pauvre, il doit essayer de la récupérer. Voilà, pas bien, bien grave. Mais bon, j'ai quand même déposé plainte. Et pendant le week-end, il m'a dit, mais reviens, je te laisse l'appartement pour toi et le petit, t'inquiète pas. Et en fait, quand je suis revenue, je savais bien qu'il ne partirait pas et la valise n'était pas faite. Il m'attendait avec un énorme bouquet de fleurs alors qu'il m'a jamais offert un seul cadeau en 10 ans. Voilà, c'était la caricature des pleurs, c'était très faux, etc. Mais je n'étais pas toute seule. J'ai demandé à 2 amis de m'accompagner. C'est important d'avoir un tiers pour faire barrage, je pense, dans ces moments-là. Et pendant plus d'1 heure, il a tergiversé, il a fait semblant de pleurer, il a essayé d'utiliser le petit, dire bah tiens, va apporter la lettre que j'ai écrite à ta maman, etc. Et en fait, voyant que je lâchais pas, une de mes amies a dit mais si tu pars pas, on appelle la police. Et ça l'a énervé au point que, en fait, à un moment donné, il a crié à travers l'appartement mais tu leur as dit, toi, à tes copines, ce que c'est de vivre avec une fille qui a été violée par son père, parce que franchement, c'est pas rose tous les jours. Limite, c'était de ma faute. Et sans savoir si mes amis étaient au courant. Voilà. Donc, on a fini par appeler la police. On est tombé sur des personnes extrêmement efficaces et bienveillantes, pour le coup, qui m'ont dit on ne peut pas le mettre dehors, parce qu'il est locataire aussi. Donc, on vous propose de le sortir de l'appartement. Vous préparez vos affaires tranquillement. Vous prenez le temps dont vous avez besoin et on vous fait sortir de l'appartement. Donc, j'ai pris ma valise, des jouets, mon fils, et je suis partie. En 15 minutes, mes affaires étaient pliées. Et j'ai été hébergée pendant un mois et demi chez une amie. Donc ça, c'est un vrai soutien que j'ai pu avoir, que je sais que beaucoup de femmes n'ont pas. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. Mais je pense que je serais partie quand même si ça avait été compliqué. Je savais que je ne pouvais pas faire machine arrière pour ma propre survie et pour mon fils aussi. Donc, je suis partie pendant un mois et demi. Le harcèlement a continué par SMS. Il a eu un rappel à la loi qui n'a pas fait effet, puisque il a dû dire mais non, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'elle est partie, j'étais trop triste. Enfin voilà, jouer du violon comme ils savent faire en général. Et donc j'ai dû changer de numéro au mois d'avril 2019. Et ça a continué par mail. Du coup, j'avais des romans par mail où c'était t'es la femme de ma vie, mais reviens, vous me manquez, je peux pas vivre sans toi, promis, je vais changer. S'il faut, on fera une thérapie de couple, etc.
Et puis d'autres mails où j'étais la méchante. Alors, jamais des insultes en direct, hein, mais si on lit entre les lignes, si je suis une fille facile, je suis partie pour un autre homme, je suis une mauvaise mère, je brise notre famille, etc. Il a même essayé d'avancer des arguments religieux pour me dire, mais tu n'as pas honte, tu ne respectes pas. Alors, il est musulman, donc c'était le Coran, voilà. Pense à mes parents, parce qu'il savait que j'avais une forte affection pour ses parents. Donc voilà, on a oscillé entre des choses comme ça. Et au mois de novembre, c'était trop, novembre 2019, j'ai reporté plainte une deuxième fois parce que j'ai dû recevoir plus de 200 mails entre mars et novembre. Et là, je suis tombée sur un monsieur, et c'est là où, si je peux dire quelque chose d'important, c'est ne lâchez pas pour les dépôts de plainte, même si vous n'êtes pas entendu, mais ne lâchez rien, parce que ça peut être décourageant quand on tombe face à un monsieur comme celui que j'ai eu ce jour-là. Après 3 heures d'attente en salle d'attente, je suis reçue par un monsieur qui m'a reçue pendant 2 heures parce qu'entre-temps, il a pas enregistré ma plainte, il a dû tout retaper. Et il tapait avec 2 doigts, donc c'est très long. Et pendant 2 heures, il ne m'a pas regardé. Pas du tout. Pas un regard. Et me coupait la parole alors qu'il me posait des questions, mais il ne me laissait pas parler. Il me coupait la parole systématiquement. J'apportais des papiers pour justifier de ce que je disais. Il disait non, non, mais ça, j'en ai pas besoin. Mais non, non, mais votre avocate, elle vous a dit n'importe quoi, etc. Et là, je l'ai très, très mal pris parce que je me sens, pour moi, ça a été d'une extrême violence de ne pas être entendue. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit, mais j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de vous dire ce que je vis depuis 1 an. Et je pense que vous vous imaginez pas ce que c'est que d'être harcelée tous les jours. Et quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. J'avais au moins un mail par jour. La seule réponse que j'ai eue, c'est mais je ne suis pas en train de vous juger, madame. Donc, complètement à côté de la plaque. Décembre, je recommence une plainte, puisque le jour de Noël, j'ai eu pas moins en 2 ou 3 heures, j'ai eu 35 mails de sa part. Très désobligeant parce que l'année d'avant, donc quand je suis partie, j'ai découvert que j'étais tombée enceinte 15 jours après mon départ. C'était bien évidemment pas volontaire. Donc j'ai avorté, sauf que les papiers ont été envoyés à mon ancienne adresse. Donc tu imagines bien qu'il a ouvert les courriers, qu'il a vu. Et 1 an après, à Noël, il m'a envoyé des mails en me disant n'oublie pas de mettre une capote si tu couches avec un mec que tu trouves sur le net parce que ça serait con de lui faire un gamin dans le dos et j'en passe. Donc, deuxième plainte. Le commissariat traîne de la patte pour le convoquer. Donc, janvier, encore une plainte. Sauf que là, on monte d'un cran, il commence à menacer des amis. C'est-à-dire qu'il menace de mort des hommes qui font partie de ma vie, qui sont des amis, mais quand bien même ça aurait été un nouveau compagnon, ça n'enlève rien au fait que c'est inadmissible. Et donc, j'ai dû faire à nouveau un complément de plainte. Et c'est en février 2020 que j'ai enfin été entendue. Il a été auditionné. Et je me souviendrai toujours de l'appel du brigadier qui me dit il a un discours décousu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'ai rigolé assez ironiquement au téléphone en disant mais ça fait plus d'1 an que je vous dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais personne ne m'écoute. Et c'est quand même le grand drame, c'est qu'il a fallu 16 mois de harcèlement avant que je sois entendue. Il a été jugé au mois de mars 2020, donc ça fait 1 an maintenant. Moi, il faut savoir, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai été vue par un médecin médico-légal puisqu'il fallait un certificat médical et lui a été vu aussi par un expert psychiatre à la demande du commissariat pour faire une expertise psy, donc troubles de l'humeur, mépris d'autrui, forte propension à la persécution et à la victimisation. Et puis très forte obsession sur ma personne, mais ça je l'avais bien compris depuis plusieurs mois. Et donc moi j'étais déclarée en état de stress post-traumatique avec tous les symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure, mais qui étaient montés crescendo avec le harcèlement. J'avais fait installer un système d'alarme chez moi. J'avais peur à chaque fois que je croisais un homme qui avait la même silhouette. Je me demandais si c'était lui. À la sortie de l'école, je craignais toujours de le voir apparaître. Voilà, j'étais vraiment, je faisais des cauchemars où j'imaginais qu'il pénétrait chez moi et qu'il venait me tuer. Donc, ça a été très longtemps comme ça. Et en mars, il a été jugé, donc 12 mois de sursis, 2 ans d'obligation de soins, d'interdiction de rentrer en contact avec moi et de se présenter à mon domicile, des dommages et intérêts
Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal pour une condamnation. Et comme en fait, il continuait à être quand même très insistant, très obsédé par moi, j'ai pu obtenir le téléphone grand danger, donc qui est un des 2 dispositifs d'éloignement. Donc, j'en ai bénéficié pendant 6 mois. Ça permet en fait, par une manipulation, d'interpeller le service de téléassistance et éventuellement les services de gendarmerie si besoin. Et comme je le disais, j'en ai pas eu besoin parce qu'il n'y a jamais eu d'occasion, mais une fois, il s'est déclenché par inadvertance. Et c'est très, très efficace. Ils sont très réactifs. Donc, je confirme que le dispositif fonctionne bien, puisque j'ai eu tout un bataillon de gendarmerie devant ma porte en moins de 10 minutes. Donc, le dispositif est efficace. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux. Parce que j'ai effectivement pu être entendue par la justice, mais aussi parce que je n'ai pas attendu cette décision pour me reprendre en main, pour décider de vivre ma vie, de me refaire un réseau social, pour voilà, être pleinement qui je suis, qui j'avais envie d'être, de réaliser mes projets, de sortir si j'avais envie de sortir, etc. Après, ça n'est pas toujours facile. Même un an après, voilà, il y a des choses qui touchent encore parce que quand on vit des années et des années de violence conjugale, physique ou psychologique, ça nous marque. Quoi qu'il en soit, il y a des fois, j'y pense encore. Mais la différence aujourd'hui, c'est que quand j'y pense, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que tu en es sorti. Et regarde où tu en es aujourd'hui. C'est pas mince, j'ai vécu ça, c'est dur, c'est pas une émotion négative. C'est vraiment de me dire, mais regarde tout ce que tu as fait depuis 2 ans que tu es parti. J'ai ma maison, mon fils va très bien, j'ai des amis extraordinaires, je suis en reconversion professionnelle, j'ai jamais fait autant de choses en 2 ans. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut arriver à se dire quand on s'arrête et qu'on repense à son histoire, c'est se dire, mais oui, j'ai vécu tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? De quoi je suis fière? Et on trouve toujours quelque chose de quoi on peut être fier. Et là, par rapport à ton fils, du coup, comment ça se passe maintenant? Alors, donc, on est sur un droit de garde classique qui a été déterminé avant le harcèlement et la condamnation pour harcèlement, donc un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Sauf que bien évidemment, ça pose souci pour les relais puisqu'il ne peut pas se présenter chez moi du fait de la condamnation l'année dernière. Donc, comme on est en procédure de divorce, on a fait remonter au JAF en fait tous les éléments nouveaux liés à la condamnation. Et donc, on a demandé un relais en lieu neutre pour les vacances. Et on a demandé à ce que les week-ends soient gardés du vendredi soir au lundi matin pour qu'il n'y ait pas de contact comme c'est actuellement. Le problème, c'est qu'il veut renoncer à une nuit supplémentaire alors qu'il l'a demandé. C'est toujours le côté un peu contradictoire de ses personnalités. Il change un peu d'avis comme de chemise. Et puis, c'est tu me manques mon fils, mais je suis prêt à renoncer à une nuit supplémentaire avec toi. Voilà, donc on ne sait pas trop. Donc là, pour les relais, voilà, pour les vacances, c'est toujours un peu compliqué. L'été dernier, il n'a pas pris son fils, mais il a porté plainte contre moi pour non-présentation d'enfant. Voilà, donc c'est une manière de dire j'essaye de te punir parce que je ne vois pas mon fils, mais je pense que c'était une manière de me mettre dans la situation dans laquelle je l'avais mise moi avec ma première plainte. Mais dans l'ensemble, je m'estime plutôt chanceuse parce que ça se passe bien. Il aime bien aller chez son papa, il s'en occupe a priori relativement bien. Après, il est petit, il a 4 ans et demi. En évoluant, en grandissant, peut-être que ça sera différent. Peut-être que son père se désintéressera de lui ou peut-être qu'il essaiera de le manipuler. Je ne sais pas trop quelle sera l'évolution. Pour l'instant, voilà, ça se passe bien. Je profite que ça se passe bien, mais je reste toujours très attentive voilà, à ce que justement l'équilibre de mon fils soit respecté et qu'il reste à sa place d'enfant. Et je crois que pour l'instant, je remplis plutôt bien cette mission-là parce que voilà, j'ai que des retours positifs de l'école, de ma famille. Voilà, donc je me dis que mon combat pour lui porte aussi ses fruits parce que c'est un petit garçon qui va très bien. Voilà, malgré les petits couacs qu'il peut y avoir de temps en temps avec son papa. Et justement, par rapport à son papa, est-ce que tu penses que le fait qu'il soit vu par un psychologue ou un psychiatre, est-ce que tu trouves qu'il a changé? Est-ce que ça porte un petit peu ses fruits? Tu parles de mon ex-mari? Oui. Comme on n'est plus en contact, je ne sais pas trop. J'ai envie de penser que oui. Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais moi, je l'ai pardonné.
pour ce qu'il m'a fait. Je l'ai pardonné et je me suis pardonné d'être restée si longtemps. Parce que j'ai pas envie d'avoir de la colère, j'ai pas envie d'avoir du ressentiment. Donc, je lui souhaite sincèrement que ce suivi thérapeutique lui soit bénéfique, qu'il puisse prendre conscience de certaines choses. Alors, si c'est réellement un pervers narcissique, ça va peut-être être compliqué, parce qu'en général, les pervers narcissiques sont dans un déni assez fort de leur responsabilité et de ce qu'ils ont comme pathologie. Si c'est pas un vrai pervers narcissique et qu'il y a une possibilité de l'aider à évoluer et à se sentir mieux, alors c'est tout ce que je peux lui souhaiter, parce que si lui il va mieux, ça se répercutera sur notre fils et sur les relations qu'on aura aussi dans le futur en tant que parents. Parce que malheureusement, je peux pas faire le no contact complet. C'est pas possible parce qu'on a un enfant et jusqu'à 18 ans, voire même plus, on serait amené de toute façon à être en lien. Donc moi, j'aspire simplement à ce que ça se passe dans les meilleures conditions. J'ai absolument aucun ressentiment, mais j'ai pas de vue sur cette évolution potentielle avec le suivi. Mais j'espère que oui. Ben écoute, Alison, je trouve que ça a été un super témoignage. J'ai Merci. adoré le passage, tu sais, où tu nous as dit que en 2 ans, enfin, quand tu te retournes là sur tout ce que tu as fait en 2 ans, c'est incroyable. Voilà, moi, je trouve que c'est un beau témoignage qui montre qu'effectivement la résilience, ça marche. C'est pas juste une utopie, on peut effectivement rebondir et peut-être ce qui marque aussi dans ton témoignage, c'est le fait que tu n'aies rien lâché, qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, tu as pris sur toi, tu as été porté plainte et tu n'as pas eu peur des gendarmes et tu as réussi vraiment à aller jusqu'au bout de tes plaintes et à te faire entendre. Et je pense que ça Oui. aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important qui ressort de ton témoignage. Oui, ne jamais rien lâcher, parce que même si on n'est pas entendu, même si on n'a pas toujours l'écoute qu'on souhaite en face par la justice ou par les services de police et de gendarmerie, c'est avant tout pour soi qu'on le fait, parce qu'en allant porter plainte, c'est une manière de dire non, je ne suis pas d'accord. Ce qui se passe, ça n'est pas normal et je le pose par une plainte. Donc c'est bien sûr pour être reconnu en tant que victime à terme par la justice, mais c'est avant tout un acte pour soi, pour dire je pose la limite. Et je pense que quand on quitte quelqu'un avec qui on a vécu des violences comme ça, on a besoin de reposer des limites qui étaient complètement faussées ou inexistantes. Et là, c'est un bon moyen de reposer des limites et de dire non, je n'accepte plus, je ne suis plus une victime. Voilà. Et je dis non, je dis stop. Et ça, c'est, ouais, si je peux transmettre ce message, c'est vraiment être déterminé dans les plaintes. Je sais que c'est un parcours du combattant, mais vraiment ne rien lâcher. Un jour ou l'autre, vous finirez par être entendu. Et en tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Alison. Merci. Merci pour ce beau témoignage.